Ce que j'aime dans le métier de chef-op, c'est évidemment faire le cadre et la lumière, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la direction artistique. La relation image-décor par exemple, mais aussi la recherche d'unités de couleurs dans les costumes, dans le maquillage, bref, tout ce qui fait partie de l'image du film, tout ce qui crée l'image. Et faire en sorte que tout cela forme un tout organique et cohérent esthétiquement. On ne fait jamais la lumière sur une toile vierge. Il y a toujours une base, il y a des éléments qui sont présents, et qu'on essaye de sublimer au mieux. Le chef opérateur, c'est pas le seul auteur de l'image du film. Il en fait partie. Mais surtout, il en est le responsable, dans la mesure où c'est la dernière personne à intervenir sur l'image. Tous ces ingrédients, décors, costumes, maquillage, il les distille à travers son objectif, et il en a la charge sur le tournage, jusqu'à l'étalonnage et la sortie du film. Je vais vous parler aujourd'hui de la relation qui existe entre chef-opéry et maquillage. Pour moi, dans l'histoire du cinéma, il y a 2 exemples géniaux qui m'ont poussé à m'intéresser à ce sujet et qui témoignent d'expérimentations possibles avec le maquillage. Les effets spéciaux sont nés quasiment en même temps que le cinéma, avec les inventions extraordinaires de Georges Méliès. Et très tôt aussi, on a cherché à créer des effets de transformation avec le maquillage, comme dans cet extrait de Che, des Octopus de 1937, ou dans le Dr Jekyll et Mr Hyde de Ruben Mamoulian, datant de 1939. Cet effet est le parfait exemple d'une heureuse collaboration entre maquillage et lumière. C'est le chef opérateur de Murnau et de Chaplin, Karl Struss, qui a mis au point cette technique. En noir et blanc, on jouait beaucoup sur des filtres colorés et la synthèse des couleurs pour densifier ou estomper certaines teintes, mais aussi avec des lumières colorées. Dans le cas présent, on allumait ou éteignait un projecteur avec une gélatine de la couleur complémentaire à celle du maquillage du comédien pour le faire apparaître ou disparaître à la caméra. Dans l'extrait de 1937, on peut même voir le projecteur s'allumer dans le reflet cornéen de la comédienne. Cet effet, très simple, reste puissamment magique, et il inspire encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le deuxième exemple sont des expérimentations formelles menées par Armand Tirard, l'opérateur d'Henri-Georges Clouzot, pour son film maudit et inachevé, L'Enfer. Déjà, je dois dire que toutes les collaborations Tirard-Clouzot en noir et blanc sont sublimissimes. Mais là, en couleur, c'est vraiment somptueux. Dans le film L'Enfer, le mari du personnage de Romy Schneider est paranoïaque et croit que tous les hommes essaient de la séduire et que elle cherche à le tromper à tout propos. Le film est en noir et blanc, excepté les cauchemars et visions du mari jaloux, dans lequel il voit sa femme en succube tentatrice et lubrique. Ces images sont des restes d'essais filmés pour ces scènes. Mais suite à une cascade de problèmes en tout genre, financiers, de temps, Clouzot fait un infarctus, etc., le tournage pourtant commencé n'ira jamais au bout, laissant ces images incroyables orphelines. Le film L'Enfer existe, tourné par Claude Chabrol 30 ans plus tard, sur le même scénario, avec François Cluzet et Emmanuel Béard, mais il n'y a pas du tout ces visions hallucinées dedans. Pour L'Enfer, Clouzot s'inspire de l'op art, très en vogue alors, et les artistes cinétiques Joël Stein et Yves Aral collaborent à ces essais. Ils jouent sur le maquillage et les textures de peau. Romy Schneider était parfois couverte de paillettes ou d'huile pour la rendre luisante. Tirard crée des images hypnotiques. Il invente même un système de lumière mobile pour faire tourner les ombres autour du visage de Romy Schneider, créant une impression de miroir déformant avec la lumière. Cet effet a depuis été copié un nombre incommensurable de fois. Mais dans le film, il y a surtout une scène où Clouzot voulait que le lac sur lequel Romy Schneider fait du jet ski apparaisse rouge sang, figurant la folie qui s'empare du personnage du mari. Impossible de teinter une si grande étendue d'eau. Il faut donc trouver une solution optique. Armand Tirard se rend alors compte que, sur les négatifs, le lac de couleur cyan apparaît dans sa couleur complémentaire, le rouge. Il décide donc de garder ses rushs en négatif, mais obligeant du même coup tout le reste de l'image, qui n'est pas le lac, à être teinté en négatif. Toutes les berges d'herbes vertes ont donc été peintes en violet, la couleur complémentaire. Tous les costumes ont été refaits en couleur complémentaire et les comédiens étaient maquillés avec une teinte bleu pâle pour que leur peau puisse finalement apparaître rosée. Au début du cinéma, les maquillages étaient très chargés. C'était souvent des préparations maison à base de saindoux, de talc, de pigments, avec des couleurs très accentuées pour qu'elles apparaissent normales sous les fortes lumières, parce qu'en noir et blanc, on avait tendance à surexposer les visages pour les lisser. On jouait également sur la couleur pour obtenir plus de contraste dans les nuances de gris, comme par exemple avec des rouges à lèvres verts, du bleu sur les joues, du jaune sur l'arête du nez, etc. Plus l'utilisation de filtres colorés sur la caméra, comme par exemple le filtre jaune
était utilisé pour éclaircir le ton de la peau, les chevelures blondes, gommer les imperfections, les taches de rousseur, etc. Ou à l'inverse, le filtre bleu qui fait ressortir toutes les petites veines, les petites rougeurs, etc. Puis la pellicule a commencé à gagner en qualité et en définition, et les maquillages tarte à la crème du début du cinéma ne fonctionnaient plus du tout. Il a fallu changer de méthode. Edmond Richard est un opérateur français et inventeur. Il a notamment participé à la conception du caméflex. C'est un des pionniers d'utilisation de la couleur. C'est le premier à faire de la nuit américaine en France. Et face au constat que les maquillages de cinéma ont besoin de plus de précision avec les avancées techniques, il crée avec Christian Dior une gamme de maquillage professionnel pour le cinéma qu'ils ont appelé Visiora. Il y avait une poudre et une crème très fine qui permettaient de garder la transparence de la peau. Aujourd'hui en numérique, le moindre excès de maquillage sur un visage se voit immédiatement. Et une infime différence de teinte entre une partie du visage ou le cou saute aux yeux. On corrige par petites touches et le maître mot, c'est la transparence. En essai maquillage, moi perso, je commence toujours par filmer les comédiens sans maquillage, puis avec, et de comparer ce qui a été amélioré ou altéré dans l'éclat du visage, mais aussi et surtout dans la transparence de la peau. En maquillage effets spéciaux aussi, il a fallu s'adapter au numérique, dans le choix des matériaux, des prothèses et des masques censés imiter et prolonger la peau. La mousse de latex opaque recouverte par des fonds de teint très couvrants a laissé la place depuis les années 2000 à la transparence du silicone, teinté dans la masse, pour n'avoir besoin que de très très peu le remaquiller ensuite par des petits mouchetis très transparents, très dilués, et c'est cette transparence qui participe au réalisme d'une prothèse. En sculpture académique, la matière la plus sensuelle, la plus charnelle, la plus proche du velouté de la peau humaine, c'est évidemment le marbre. Et je pense que c'est précisément dû à sa brillance et à sa transparence. Dans mes peintures aussi, c'est ce que j'essaye par-dessus tout, c'est ce que je trouve joli, retrouver la transparence de la peau. Recréer l'illusion de la lumière qui traverse toutes les différentes couches de l'épiderme, la peau blanche, la chair rouge, les veines bleues, etc. Pour cela, je peins sur un support en bois. C'est des chutes de bois de découpe à 2 € à Leroy Merlin, tout simplement. J'utilise le fait que le bois va boire la peinture et cela aide à rendre l'effet de la transparence. Mais aussi, le bois est complètement lisse, comme du papier. Et le problème des toiles traditionnelles, c'est que la trame apparaît toujours en filigrane de peinture. Et quand la texture est trop prégnante, ça parasite beaucoup les détails fins, je trouve. C'est comme si j'étais limité dans la résolution de mon image à la trame de la toile. Et je ne pourrai jamais obtenir une peau très lisse, très fine, parce qu'elle aura toujours la texture du tissage de la toile. Enfin, la troisième raison pour laquelle je peins sur du bois, c'est qu'il donne une couleur beige de base sur laquelle je m'appuie pour créer ma transparence en la vie. Sinon, je serais obligé de commencer par peindre une couche de couleur opaque pour couvrir le blanc de la toile, et je perdrais alors l'absorbance du support. Souvent, je ne fais pas de fond aussi, comme ça je garde la couleur du bois nu, et c'est plus élégant qu'une toile blanche, je trouve. Il faut juste faire attention que quand le bois absorbe la couleur, l'essence ne migre pas trop dans les fibres et crée des auréoles. Ensuite, j'utilise la méthode de la grisaille, déjà décrite par Léonard de Vinci dans son traité de la peinture. C'est-à-dire placer des valeurs de lumière et d'ombre avec 2 couleurs, ici du jaune de Naples et du vert olive. Ces 2 couleurs sont typiques de la Renaissance, où on trouve beaucoup de tableaux avec des ombres verdâtres un peu comme ça. Faire ça avec des couleurs plutôt qu'avec du blanc et du noir va permettre d'uniformiser la peinture, de lui donner un look en fait. Le jaune va teinter les hautes lumières et le vert va teinter les basses lumières. Globalement, de toute façon, en peinture, on essaye de ne jamais utiliser de noir pur, de toujours le colorer un peu pour donner plus de richesse et de vibration à l'œuvre. En fait, la grisaille, c'est un peu comme un étalot. Elle a 3 fonctions. La première, diriger le regard du spectateur vers ce qu'il doit regarder. L'œil humain étant toujours attiré par l'élément le plus clair d'une image, souvent le visage. 2, elle va créer un mood, une sensation, une esthétique. Et 3, créer du contraste, renforcer l'effet de profondeur et de 3 dimensions. Ensuite, sur cette grisaille, je fais monter les couleurs de la chair par succession de couches maigres très transparentes. Je commence par les teintes foncées, puis finis par un lavis blanchâtre qui simule la couche de peau finale. Ici, dans cette peinture, je vais ensuite venir traiter le masque avec des couches plus grasses. En peinture, en plus du contraste de valeur, on a aussi ce contraste de texture, qui n'existe pas en cinéma. Le masque, très opaque, peint avec d'épaisses couches de peinture, et une touche très en relief, va venir se détacher du corps, peint beaucoup plus finement. Le noir du masque aussi est plutôt froid, j'ai mis du bleu dedans, alors que la peau est globalement plutôt chaude. J'ai aussi voulu créer un contraste coloré.